On va démarrer ce webinaire. Il y a encore quelques personnes qui sont en train de se connecter, mais on ne prend pas trop de retard. Il est déjà midi presque 35. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue. Donc Amélie Esmangeau, contrairement au nom qui est écrit là sur l'étiquette de Zoom, je ne suis pas Charlotte qui est ma collègue présente à côté de moi, mais bien Amélie Esmangeau, gérante de la SCOP Les Épigées. Bienvenue à tous et merci d'être présents sur donc ce second webinaire que nous organisons dans le cadre du cycle des sols nourriciers des épigées. Les épigées, c'est donc une SCOP basée à Chambéry en Savoie qui existe donc depuis 2010. On était auparavant une association. Depuis 2010, donc, notre coopérative travaille sur la valorisation de la matière organique, le retour au sol de cette matière organique par la mise en œuvre de solutions locales et citoyennes. Nous sommes 10 salariés organisés en 4 pôles d'activité. L'accompagnement avec la mise en place de dispositifs de compostage pour les collectivités du territoire. La formation, un pôle formation avec des formations PG Prox, mais des formations aussi autour du jardin, on pourra y revenir, et du compost, on pourra y revenir en fin de webinaire, en dire 2 mots. Nous avons un pôle outils numériques avec Logiprox que la plupart d'entre vous normalement connaissent, pour suivre en temps réel le compostage de proximité, donc un outil numérique en ligne. Et puis, nous avons un pôle jardin, donc d'accompagnement avec des ateliers et des animations, accompagnement sur du jardin auprès de différents publics, des établissements, des enfants. Voilà, nos 4 pôles d'activité. Et le fil conducteur depuis la fin de l'année dernière, c'est donc le cycle des sols nourriciers. C'est vraiment une thématique qui nous anime et qu'on a envie de partager avec donc plusieurs événements, des conférences, des formations spécifiques, des ateliers, la fresque du sol. On a toute une programmation que vous pouvez découvrir sur notre site internet. Et dans cette programmation, on a des webinaires et on a envie de donner la parole à des experts pour mettre en lumière certaines thématiques. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Antoine Pirard de l'ADEME. C'est mon collègue Pierre qui va vous en dire 2 mots avant que lui-même prenne la parole. Pierre, tu n'as pas ton micro ouvert. Et je profite de cette petite problème technique, juste pour rappeler, parce que j'ai oublié de le faire, que le webinaire est enregistré. Pensez à bien couper vos micros pendant les prises de parole, mais à l'ouvrir quand c'est à vous de parler. Les questions se font dans le chat. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. On prendra un temps de réponse à ces questions à la fin. On prendra 10 minutes, un bon quart d'heure même de réponse. Par contre, voilà, il n'y aura pas de questions à l'oral. Posez-les bien, pensez bien à les poser dans le chat. Merci Amélie. Donc après ce faux départ, je prends le relais. Pierre Fels, donc Scope Les Épigées. Moi je suis du Puy-de-Dôme, formateur et donc jardinier aussi. Tu parlais d'au fil de l'eau, Amélie. Alors c'est avec plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Antoine Pierrard. Pas pour parler de l'eau, quoique, puisqu'on va voir qu'il y a des liens évidemment très étroits avec le sol. On a connu Antoine Pierrard par un outil que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, c'est la fresque du sol, puisque Antoine travaille sur un volet sensibilisation citoyenne et a coordonné le travail autour de cette fresque du sol, ainsi que son déploiement, son développement. Mais avant tout, Antoine, tu es ingénieur agronome et docteur en écophysiologie, spécialiste du sol, tu travailles à l'ADEME. Et à l'ADEME, tu travailles sur le sol et les enjeux de santé des sols d'ailleurs. Tu as travaillé aussi sur un projet qui s'appelle Transition 2050, qui traite des volets alimentation, agriculture et sol. Bref, donc on accueille aujourd'hui un expert du sol pour nous parler de quoi? Eh ben tiens, je vais te laisser la parole, Antoine, pour présenter justement l'objet de ton intervention. Pour rappel, pour ceux qui connaissent déjà nos webinaires,
On va avoir un temps de présentation de 25-30 minutes et puis après, ben, on va pouvoir, enfin, Antoine va pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, Antoine, donc c'est à toi maintenant. Merci encore. Merci Pierre pour cette présentation. J'essaierai de répondre aux questions auxquelles je sais répondre. Peut-être pas à toutes. Alors, je vous partage mon écran. Est-ce que c'est le bon? Oui, c'est bon, Oui, ça fonctionne. c'est bon, Antoine, ça fonctionne. Oui, Impeccable. c'est tout bon pour nous. Ok, donc la mission qui m'a été confiée était de vous parler de fonctions écologiques et de services écosystémiques. Donc je suis parti sur une présentation dans le sens de les sols, leurs fonctions nous rendent bien des services. Et je vais revenir sur ces deux notions-là pour que ce soit bien clair la différence entre les deux et l'importance qu'il y a derrière cette différence à ne pas oublier. Donc pépite pour ceux à qui ça ne parle pas, à savoir à peu près tout le monde. Et c'est normal, c'est le nom du service dans lequel je travaille. C'est un service qui s'occupe de planification énergétique prospective. Donc Pierre en a parlé un peu. Impact. Et donc c'est là où moi j'interviens aussi sur les impacts sur les sols de toutes nos pratiques en tant qu'individu. Et territoire, donc la gestion, finalement la planification de l'usage des terres. Alors, bon, c'est une présentation que je vais dérouler en quatre parties, vous rappeler des enjeux autour des sols, vous parler un petit peu de pourquoi l'ADEME est sur ce sujet de longue date, ensuite revenir sur les notions de fonction et service, et puis un petit laïus rapide sur la fresque du sol pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, mais je pense que maintenant à peu près tout le monde connaît. Alors, pourquoi est-ce que, il y a un cycle de conférences finalement autour des sols nourriciers, et pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça, c'est parce que c'est un sujet d'actualité. Là, je vous ai mis quelques captures d'écran des articles récents dans la presse. Autant il y a 2, 3 ans, on n'entendait jamais parler des sols, et là, on se rend compte de plus en plus que il y a des prises de parole dans la presse pour alerter sur l'état des sols. La moitié des sols cultivés cultivables sont dégradés, il y a des pesticides partout, ou presque. Les sols européens sont en mauvais état. Il y a des soucis d'érosion en France. On l'a vu l'année dernière avec les crues, les inondations, les conséquences que ça peut avoir. Donc, on commence à en parler de plus en plus. Et puis, en face de ça, il y a aussi d'autres articles plus positifs qui mettent en avant le fait que les sols, c'est aussi la solution pour lutter contre le changement climatique, contre les inondations, les sécheresses, etc. En fait, les sols, c'est la base des solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Et effectivement, la difficulté autour de cette thématique des sols, c'est qu'on est à l'interface aujourd'hui entre un milieu qui est encore pas très bien connu et donc pas très bien suivi. Il n'y a pas de réglementation claire autour des sols, à part récemment autour de l'artificialisation des sols. Et face à ça, il y a des pressions qui s'accentuent. Là, vous avez des images à droite un peu dramatiques d'érosion des sols, et à gauche, les données les plus récentes qu'on a sur l'état des sols de France, avec plus de 20% de nos sols qui sont en situation non durable d'érosion. Sachant que c'est quand même des sols qui sont nourriciers à la base et qui s'en vont avec l'eau en particulier, et donc qui derrière ne peuvent plus remplir cette capacité à nourrir les populations. En parallèle de ça, une autre menace très importante sur le territoire, c'est l'artificialisation des sols. Vous en avez forcément entendu parler. Aujourd'hui, le rythme d'artificialisation en France, bien que parfois on entende qu'il a diminué, c'est vrai, sur les 10 dernières années, il a un peu diminué. On est quand même aujourd'hui encore sur un rythme de plus de 20 000 hectares par an. Ça représente 2 fois la surface de Paris qui chaque année sont artificialisés. Donc c'était des sols qui étaient potentiellement nourriciers, ou des sols forestiers ou des espaces naturels qui sont destinés à une vocation d'usage urbanistique, de transport, de logistique, etc. Et donc ils perdent cette capacité à nous nourrir et à stocker du carbone et ainsi de suite. Donc il y a un enjeu à enrayer ça. Si on prend du recul à l'échelle européenne, c'est plus de 62% des sols aujourd'hui qui sont considérés comme dégradés, avec un couple enfin, toute une multitude de dégradations. Je vous ai parlé là d'érosion, d'artificialisation, mais il y a aussi la pollution, il y a aussi le tassement, il y a la salinisation, il y en a plein des menaces et j'y reviendrai un peu par la suite. Mais tout ça, ça amène en fait à ce qu'il y ait des discussions au niveau européen en ce moment sur la mise en place d'une directive qui aura vocation à surveiller l'état des sols de France et derrière potentiellement mettre en place des mesures pour les préserver et les restaurer.
Ce qui est compliqué avec l'enjeu des sols, c'est que on est dans une période de transition qui est en fait assez profonde. On veut d'un côté substituer les énergies fossiles, on veut donc pour ça utiliser de la biomasse, donc faire pousser des arbres ou faire pousser des plantes pour faire des biocarburants par exemple, ou de la biomasse forestière pour se chauffer dans des chaufferies. Et tout ça, ça utilise des terres. On veut pouvoir déployer des énergies renouvelables, ça va utiliser des terres aussi. On veut plus de cultures bio qui vont avoir un rendement à l'hectare un peu plus faible et donc utiliser plus de terre que des cultures très intensives comme on fait aujourd'hui. Et donc en fait, on est sur des enjeux sur les sols qui sont à double tranchant, où les solutions qu'on veut mettre en place pour la transition écologique risquent aussi d'utiliser de plus en plus de terre, de générer des changements d'usage, de générer potentiellement des dégradations si on ne met pas les bonnes pratiques en place, donc des dégradations qui vont s'accentuer, érosion, tassement, perte de matière organique, destruction de la biodiversité et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre où sont les problèmes et quelles solutions on peut mettre en place pour vraiment préserver la ressource sol. C'est un sujet qui est à la fois scientifique mais aussi très sociétal. Finalement, quelle question on veut poser, quel sol pour quel usage, quel territoire on veut avoir, quel paysage on veut avoir, et du coup comment on doit penser collectivement les arbitrages à faire sur cet usage des terres. Donc c'est pour ça hein, que c'est un sujet qui est traité à l'ADEME, justement parce que c'est à l'interface de tous les sujets de transition écologique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là, des trois diapos à venir, c'est simplement vous les aurez dans les slides qui vous seront partagés pour information sur le fait que l'ADEME travaille sur ce sujet, à la fois dans le soutien de la recherche pour développer des outils, des méthodes pour mieux caractériser l'état des sols et l'impact de nos pratiques. Donc essayer de penser de façon transversale et vraiment holistique cet enjeu sol dans l'ensemble des sujets de la transition écologique. On va avoir derrière aussi tout plein de missions autour de la traduction de ces connaissances en outils, guides, outils d'aide à la décision, à destination de toutes nos cibles, donc que ce soit les aménageurs, les élus, les agriculteurs, les forestiers, les énergéticiens, pour vraiment les aider à prendre en compte le sujet sol. Et puis effectivement, ce que disait Pierre tout à l'heure, on mène aussi des travaux de prospective pour essayer de se projeter à horizon 2050-2100, quelles conséquences ça peut avoir, les usages des terres qu'on peut imaginer aujourd'hui, quelles conséquences ça aura en termes de surface mobilisée, de qualité des sols associés, et ainsi de suite. Et puis on soutient des réseaux de surveillance pour connaître l'état des sols. Et on mobilise nos cibles avec la fresque du sol et puis plein d'outils de sensibilisation et de guides associés. Et donc voilà, ça je ne rentre pas dedans, hein, mais l'objectif c'est vraiment faire comprendre à tout le monde qu'il faut agir pour préserver les sols. Et donc pour mobiliser toutes ces cibles-là et réussir à leur faire comprendre pourquoi c'est important de préserver les sols, il faut comprendre de quoi on parle. Et ça, c'est un des enjeux. Je sais pas, peut-être certains parmi vous ont participé à la fresque du sol, hein. La première question qu'on pose dans la fresque du sol, c'est les sols, à quoi ça sert? À quoi ça vous sert? Et la réponse qui est généralement donnée, c'est à produire à manger ou à marcher dessus éventuellement. Et ce qu'on montre, en fait, par cet outil, c'est que les sols, c'est beaucoup plus que ça. Les services rendus par les sols, dans la fresque du sol, on en liste une quinzaine, sachant qu'à chaque fois, dans les discussions qu'on a, on arrive à montrer qu'il y en a même plus que ça. La notion de service écosystémique, c'est ce que les sols nous rendent comme service, nous humains en tant que bénéficiaires, qu'est-ce qu'on en retire? Et en fait, on se rend compte que les sols, ils vont nous apporter des bénéfices d'un point de vue régulation du climat, régulation de la qualité de l'air, régulation des déchets. Donc ça, c'est toute la question du retour au sol des matières organiques, par exemple, que vous connaissez bien, mais c'est aussi la conservation de la biodiversité. Il y a effectivement la production d'aliments, mais il y a toutes les autres biomasses qui sont non alimentaires, les forêts, mais aussi les cultures énergétiques, les cultures pour faire, par exemple, aussi des produits biosourcés, le lin, le coton, le chanvre, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la production des médicaments. Notre pharmacopée dépend énormément des sols, à la fois pour les plantes médicinales et aussi beaucoup pour des molécules qu'on va isoler à partir de bactéries et de champignons du sol. Et puis après, il y a tout plein de services autour du patrimoine culturel, des paysages, et puis tous les services de support pour notre aménagement du territoire, notre habitation, les infrastructures routières, logistiques, etc. Tout ça, ça consomme des terres, à la fois pour en extraire des ressources, pour construire tout ce dont on a besoin, mais aussi juste pour habiter le territoire. Et puis il y a un enjeu clé, qui est aussi souvent oublié, c'est le rôle des sols dans la qualité et les flux d'eau puisque c'est eux qui vont filtrer en premier l'eau et c'est eux qui vont servir de tampon en cas de forte intempérie, par exemple, ou en cas de sécheresse, ils vont pouvoir stocker l'eau. Donc on voit que c'est un patrimoine qui est hyper important, qui est vivant, qui est non renouvelable à l'échelle des temps humains,
et qui est au cœur des enjeux de la transition écologique parce qu'il balaye en fait tous ces enjeux-là par les services qui nous rendent, autant le climat que l'eau ou la biodiversité. Et ces services écosystémiques, donc ce que le sol nous fournit, en fait, ils reposent sur des fonctions écologiques. Et ça, c'est souvent une notion qui est soit méconnue, soit oubliée. On passe rapidement de ce que le sol est au service qu'il nous rend. Le sol, il est fertile et donc bah, on produit dessus une alimentation. Sauf qu'en fait, entre les deux, il y a les fonctions écologiques qui sont essentielles à connaître pour en fait pouvoir les préserver. Alors, les fonctions écologiques, dans la fresque du sol, on en définit sept, et c'est ce que le sol fait indépendamment de la présence de l'homme, avec un grand H, hein, de l'espèce humaine. C'est-à-dire que qu'on soit là ou qu'on soit pas là, avant notre apparition sur la planète, et puis quand on sera plus là, les sols en tant que tels continueront à remplir ces grandes fonctions écologiques, à savoir le stockage, la circulation ou l'infiltration de l'eau, la filtration, la rétention, la dégradation des polluants, le stockage ou la fourniture des nutriments, c'est un habitat pour la biodiversité, c'est un support physique stable pour les végétaux autant que pour les animaux. Quand des fourmis créent des galeries ou des vers de terre créent des galeries dans les sols, les galeries, elles se tiennent et du coup les animaux peuvent vivre à l'intérieur. Tout ça, c'est ce que le sol fait et permet à tout un écosystème de vivre dedans et dessus. Et c'est sur la base de ces fonctions écologiques que nous, on peut retirer des services. C'est parce que le sol est fertile, ou parce qu'il retient l'eau, ou parce que c'est un support physique stable, qu'on peut y mettre des cultures et qu'on va pouvoir produire une alimentation, par exemple. Donc il faut bien retenir les deux notions. Il y a d'abord ce que le sol fait, et puis après, il y a ce que nous, on peut en retirer. Ce qui est compliqué, c'est que finalement, les dégradations qui vont être générées par les services qu'on en retire, elles viennent impacter le sol directement et donc réduire les fonctions écologiques d'abord. Et donc derrière, potentiellement réduire toute une multitude de services. Et ça, je vais y revenir. Juste ce qui est important à voir, c'est que ces notions de fonction écologique, euh, elles sont stabilisées dans la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'on est capable de dire que le sol, il a des fonctions écologiques. Par contre, le périmètre de chacune des fonctions va varier en fonction des publications. Là, je vous ai présenté le découpage en sept grandes fonctions comme on le fait dans la fresque du sol. Et sur la diapo que je vous présente actuellement, en fait, c'est le découpage qui est proposé dans une étude récente qui a été faite par INRAE. Et eux proposent un découpage en six fonctions écologiques. Et en fait, derrière, on retrouve grosso modo les mêmes notions, mais simplement avec un découpage qui n'est pas tout à fait le même. Et donc, en fonction de vos lectures, vous verrez que bah, c'est pas tout à fait la même terminologie, mais c'est important de bien se dire, est-ce que là, on parle de fonction, donc c'est indépendant de l'homme, ou est-ce qu'on parle de service, donc là, j'ai un bénéficiaire. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et après, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très compliqué. Là, cette image-là, c'est pour vous montrer l'intrication importante qu'il y a entre fonction écologique et service. Une fonction écologique, en fait, va alimenter plusieurs services écosystémiques, et un service écosystémique repose sur plusieurs fonctions. Donc une solution pour préserver les sols ou pour les restaurer, c'est jamais simple. Parce que si on veut, par exemple, maintenir un potentiel de production de biomasse, il va falloir préserver, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonctions écologiques au minimum. Et donc derrière, les propriétés du sol associées. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des services qu'on voudrait maintenir. Donc en fait, cette complexité du système sol fait que c'est difficile quand on pense solution, c'est pas simple. Il faut toujours penser une solution qui soit systémique et qui préserve l'ensemble des fonctions si on veut maintenir les services associés. Je vous donne un exemple. Si on part de la porosité du sol, je n'ai pas pris la matière organique parce que la matière organique, a priori, vous connaissez bien, vu que c'est votre sujet. La porosité du sol, ça dépend déjà de pas mal d'éléments dans le sol. Ça dépend de la composition en minéraux. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Il y a des cailloux, il y a des sables, il y a des limons, il y a des argiles. Donc il y a des petits, des gros, des moyens éléments. Et tout ça mis côte à côte, ça fait des petits, des moyens, des gros trous. Et puis il y a aussi toute la vie du sol qui va créer de la porosité de différentes tailles. Les vers de terre, les fourmis, les bactéries dans une moindre mesure, les racines des végétaux. Tout ça, ça contribue à faire des trous dans le sol. On appelle porosité. Cette porosité, elle va être importante pour euh, définir le niveau de fonction écologique pour au moins cinq fonctions écologiques. Le support physique stable pour le vivant, l'habitat pour des organismes, tous ces trous-là, c'est des habitats pour certains organismes. Dans cette porosité, il y a des échanges de gaz, et il y a aussi tous les flux d'eau. Et donc ça va permettre le stockage, l'infiltration, la circulation de l'eau, mais aussi sa filtration
par la présence des micro-organismes justement dans cette porosité qui vont pouvoir dégrader une partie des polluants qu'il y a dans l'eau, par exemple. Et donc, bah, ces 5 fonctions écologiques derrière vont permettre d'alimenter au moins 7 services écosystémiques que nous rendent les sols. Sauf qu'une partie de ces services bah, sont globaux, comme la régulation du climat ou la régulation des flux d'eau, et il y en a d'autres qui sont des services de production qui, eux, génèrent des menaces et des dégradations sur les sols. La production d'aliments ou de biomasse non alimentaire, en fonction de comment on va faire et mettre en place ces systèmes culturaux, on va générer une destruction potentielle de la biodiversité, on va générer des pertes de matière organique par les systèmes agricoles qu'on a mis en place, on va générer du tassement, de la salinisation, de l'érosion, que j'ai pas mis là. Et tout ça, ça contribue à perturber le cycle de l'eau au global. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces menaces viennent impacter à la base le sol. Nous, ce qu'on va voir sur le terrain, c'est de l'érosion d'un cycle de l'eau qui est altéré avec l'eau qui s'infiltre plus et qui s'écoule en surface. On va avoir des rendements qui stagnent. Donc ça, c'est les services qui sont altérés. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les menaces, elles dégradent le sol à la base. C'est parce qu'on a détruit la vie du sol. Elle ne peut plus finalement générer de la porosité efficace que la porosité diminue. On a salinisé les sols, donc on a dégradé potentiellement les associations organominérales. Et tout ça, ça fait que la porosité est moins efficace, donc les fonctions qui en dépendent sont réduites, et du coup les services à la fin sont réduits. Donc quand on pense solutions à mettre en œuvre pour préserver bah, la capacité du sol à avoir, à infiltrer de l'eau, par exemple, il faut penser à des solutions en fait qui préservent la vie du sol, qui préservent la teneur en matière organique, qui préservent les associations organominérales. Et c'est en faisant ça qu'on peut préserver les services que nous rendent les sols et non pas en trouvant des solutions palliatives pour maintenir les rendements de nos systèmes culturaux, par exemple. Ils ne vont faire que intensifier ces problèmes. Donc là, voilà, c'était un exemple, hein, mais en fait, je vous reparle de la fresque du sol parce que dans cet atelier, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du recul et on montre l'ensemble de ces enjeux sols, toutes les menaces et les solutions qu'il faut mettre en œuvre pour justement préserver les sols dans leur entièreté. Pour rappel, simplement, à la fresque du sol, c'est un outil qu'on pilote à l'ADEME et qu'on a développé avec l'Association française pour l'étude du sol, qui est en accès libre et gratuit, que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Il est validé scientifiquement. Chaque carte est associée à une synthèse scientifique accessible en ligne. Bientôt, ça va même devenir un wiki qui sera mis à jour au fur et à mesure par la communauté scientifique. Et donc tout ça, vous pouvez vous en saisir pour pouvoir bah, l'utiliser auprès de vos cibles. Un point intéressant dans cet atelier, en fait, on l'utilise pour faire des connexions avec tous les autres enjeux de la transition écologique qui sont liés au sol et on cite les autres outils. Il y en a un peut-être que vous connaissez qui est la boucle du compost. Sur vos sujets justement de matière organique, retour au sol de la matière organique, il y a la boucle du compost qui est un atelier très intéressant. Et donc, bah, on l'évoque quand on traite du sol comme ayant une fonction de recyclage, transformation de la matière organique. Bah, on va inciter les participants à creuser ce sujet avec d'autres ateliers comme celui-ci. Et donc voilà, donc ça, je vous l'aurai dans les slides, hein, c'est simplement pour vous rappeler tout ce qui est traité dans la fresque du sol, c'est vraiment l'ensemble des enjeux, autant les questions de production de biomasse que d'aménagement du territoire, que tout ce qui est régulation des cycles globaux, climat, qualité de l'air et flux d'eau et qualité de l'eau. Et voilà, je vous donne une image aussi que vous aurez dans les diapositives pour voir l'ensemble des enjeux associés. Et simplement aussi pour vous dire que si dans vos réseaux, vous avez des gens qui parlent une langue étrangère, on a cet outil disponible aussi en anglais, en espagnol, et puis des langues un peu plus exotiques, en chinois, en khmer, en italien. On a le portugais qui est en cours de développement, et on est toujours preneur de gens qui sont bilingues, qui ont envie de déployer dans d'autres langues cet outil-là. Et on a des versions adaptées pour le jeune public aussi. Et puis, si vous avez aussi dans vos cibles des élus qui n'ont pas beaucoup de temps, on a une version courte qui permet de les sensibiliser aussi. Et je vais m'arrêter là pour avoir du temps pour répondre à vos questions sur le focus fonction et service. Alors, merci Antoine. Pour l'instant, donc 3 questions. Une première question sur les zones artificialisation nette. Où en est-on de la loi et de son application? Ouais, sur le zéro artificialisation nette, donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un objectif qui a été fixé dans la loi qui s'appelle Climat et résilience, qui a été promulguée en 2021, qui fixe en France 2 objectifs.
Un qui est un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation annuelle. Donc il faudrait réduire par 2 ce rythme dans la décennie à venir par rapport à la décennie passée. Donc en fait, la quantité d'hectares chaque année qu'on consomme, le réduire par 2. Et le deuxième objectif, c'est d'être en 2050 neutre en artificialisation. Tout comme on a des objectifs de neutralité carbone, cette loi-là, elle dit il faudrait être neutre en artificialisation. Donc qu'en 2050, évidemment, on continue à artificialiser parce que il faut toujours loger des gens vu que la population augmente. Mais si on artificialise quelque part, il faut désartificialiser ailleurs, restaurer des sols pour pouvoir compenser ces zones artificialisées, pour avoir une certaine neutralité. Où on en est aujourd'hui, en fait, c'est compliqué, hein, c'est une grosse avancée d'un point de vue environnemental. On est un des rares pays hein, à avoir mis ça en place, mais du coup c'est très dur à mettre en œuvre. À la fois parce que ça change complètement la donne en termes d'aménagement, de dynamique des territoires, parce que c'était quand même aujourd'hui le gros moteur du développement d'un territoire, c'est créer du logement, créer des zones d'activité pour que les gens viennent s'installer et du travail, et tout ça, ça artificialise. Or là, on est en train de dire maintenant, il faut plus artificialiser, ou beaucoup moins. Donc, comment on dynamise des territoires en leur disant, vous devez moins artificialiser. Alors, il y a plusieurs collectivités qui se sont saisies du sujet. L'ADEME, justement, a accompagné cette thématique-là, et on continue. Donc, ils vont essayer de réfléchir comment elles peuvent revoir leur plan local d'urbanisme pour densifier dans les dents creuses urbaines, pour arrêter l'étalement urbain par exemple, comment elles peuvent repenser quel sol, pour quel usage aussi. On a quelques territoires qui se sont saisis de ça, qui vont faire du diagnostic de sol et préserver les sols de meilleure qualité et artificialiser ceux qui sont déjà les plus dégradés. Bon, c'est pas la majorité des territoires, hein, donc en termes de où on en est, ça avance pas très vite. Et le contexte politique actuel est pas très porteur. Il y a une proposition de loi actuelle qui s'appelle la loi Trace, qui, si elle passe, vise à revoir les objectifs de la loi climat et résilience, justement en décalant l'objectif intermédiaire, parce que ça va trop vite pour les collectivités, et puis en revoyant aussi la façon de compter cette histoire de neutralité, d'artificialisation, parce qu'en fait c'est un sujet qui est très compliqué. Ce qu'on demande dans la loi climat et résilience aujourd'hui, c'est d'être capable de mesurer euh, comment dire, une zone artificialisée, on va dire, elle détruit complètement le sol puisque maintenant il est imperméabilisé, on a mis une maison, il peut plus du tout remplir ses fonctions écologiques. Comment est-ce qu'on compte quelque chose qu'on va renaturer? À quel point on doit renaturer, remettre, refonctionnaliser un sol pour dire c'est OK, ça compense X mètres carrés artificialisés. Ça, aujourd'hui, on n'a pas d'outils chiffrables qui permettent de faire ça. Donc en fait, c'est un sujet qui est compliqué. Comme c'est à horizon 2050, d'un côté, on se dit en fait, on a le temps de développer, continuer à développer ces méthodologies, et en même temps, c'est pas évident. C'est beaucoup plus facile de compter d'un point de vue surfacique. J'ai artificialisé 20 hectares, j'en désimperméabilise autant, ou je renature autant d'anciennes friches industrielles. Mais dans ce cas-là, on perd complètement la notion de fonction écologique et de refonctionnalisation. Or, c'est aussi la grosse avancée de cette loi-là. Donc voilà, c'est un gros sujet en France. Très bien, merci beaucoup. J'avais aussi une autre question sur les démarches de sciences participatives, notamment liées à CUPS, donc c'est le programme de suivi participatif de la qualité biologique des sols. C'est comment en fait les participants, ou en tout cas tout un chacun, peut aider les scientifiques à comprendre les effets de l'environnement. Voilà. Que penses-tu ou que pensez-vous de la démarche de sciences participatives? Nous, on en pense beaucoup de bien. C'est des démarches qu'on accompagne. Justement, on les soutient à la fois financièrement et puis il y a aussi de la mise en réseau. Le programme CUBES est très intéressant. Il y en a d'autres, hein. Il y a le projet Clé de Sol aussi, où sur certains territoires spécifiques, comme autour de Dijon, il y a des projets de sciences participatives plus locaux. Et on accompagne aussi plus globalement l'Association française pour l'étude du sol dans sa mission de coordination d'un réseau de porteurs de projets de sciences participatives. Et effectivement, il y a un vrai enjeu à impliquer les citoyens dans ces projets de sciences participatives, à la fois
Bon, pour l'enjeu d'acquisition de données pour les scientifiques, ça c'est effectivement un sujet, mais aussi et surtout pour leur faire connaître les sols. Parce qu'une fois qu'ils commencent à s'y intéresser, une fois qu'ils savent, eh ben, ils vont être plus enclins à les préserver. Donc c'est un double intérêt, la science participative. C'est de la sensibilisation et effectivement de l'acquisition de données ponctuelles pour les scientifiques. Merci. Un mot d'explication sur le phénomène de salinisation des sols. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire plus? Ah bah faut venir faire la fresque. Euh, En fait, c'est effectivement un des sujets on aime bien l'aborder dans la fresque du sol parce que la salinisation, quand on demande d'après vous, c'est quoi les enjeux de la salinisation, ce qui ressort en général, c'est soit la montée du niveau des océans, soit le fait qu'on ait des nappes phréatiques en milieu côtier qui soient salées. En fait, ça, c'est marginal parce que ça touche que quelques zones sur le territoire, ça touche les milieux côtiers. L'enjeu premier de la salinisation aujourd'hui, c'est l'agriculture intensive. C'est-à-dire que quand on est sur des systèmes culturaux qui ont besoin d'être irrigués en plein été, sur des sols qui sont à nu, on va irriguer avec de l'eau douce, mais en fait l'eau douce, du fait que l'eau elle a traversé le sol, elle s'est chargée en sels minéraux. C'est de l'eau douce, elle n'est pas salée comme l'eau de mer, mais elle a un peu de sels minéraux. Donc quand on va utiliser cette eau pour irriguer, en plein été, ce qui se passe, c'est que sur un sol qui a justement une porosité qui est réduite, l'eau, elle va stagner en surface, elle va s'évaporer avant de s'infiltrer, et ce qui s'évapore, c'est l'eau principalement, la molécule d'eau, et les sels minéraux, eux, restent en surface. Et donc petit à petit, du moyen terme, on va dire 10, 15, 20, 30 ans, on va saliniser les sols d'année en année. À terme, on va se retrouver avec des concentrations en sels minéraux qui sont très importantes et qui viennent, elles, à la fois impacter la biodiversité directement, et aussi et surtout impacter la structure du sol, parce que ces sels minéraux, ils vont finalement prendre la place de certains autres ions dans les associations organominérales et ils viennent déstructurer le sol. Donc en fait, c'est une double peine. Et c'est presque une triple peine parce que c'est un enjeu de long terme. C'est-à-dire que 1 an, c'est pas grave, 2 ans, c'est pas grave, 5 ans, c'est pas très grave. Et puis il arrive un moment où on atteint une saturation, et c'est ce qui se passe sur le pourtour méditerranéen par endroits et c'est pas à cause d'une irrigation, encore une fois, avec de l'eau salée, hein. C'est justement parce qu'on irrigue beaucoup des sols qui sont soumis à des fortes chaleurs, et donc on salinise à long terme, et ben ça fait des sols à la fin qui sont incultes. Donc il faut bien retenir que c'est pas que le fait que oui, peut-être l'eau monte, et que parfois, si on tire trop sur une nappe phréatique, on va faire un biseau salé et saliniser la nappe. Et là aussi, c'est un gros enjeu parce que quand la nappe est salée, c'est fini. Là, on irrigue à l'eau de mer. Mais c'est aussi et surtout l'irrigation intensive qui génère ça. Très bien, merci. N'hésitez pas, c'est le moment de poser des questions. On a un petit peu d'avance. Effectivement, peut-être Antoine, si tu peux arrêter le partage d'écran. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat pour les prendre en considération. J'avais donc une autre question. Quelles sont les premières actions que nous pouvons faire en tant que citoyens et citoyennes pour préserver les sols? Ouais, et ben, il y a plusieurs niveaux d'action. À l'échelle individuelle, il y a en fait tout ce qui nous lie en termes de consommation de sol. Euh, je vous l'ai dit, les sols, c'est de la production de biomasse alimentaire ou non alimentaire. Donc, ce qui est du non alimentaire et qu'on oublie tout le temps, typiquement, c'est les vêtements. On a tous, je pense, là, autour de cette visio, des vêtements en coton sur nous. Le coton, ça nécessite des sols quelque part sur la planète. Généralement dans des pays en plus où il fait chaud. Et où on irrigue beaucoup. Et où on met des pesticides pour avoir des rendements et ainsi de suite. Donc en fait, c'est des cultures qui sont très intensives et très dommageables pour les sols, hein, la culture du coton. Donc en fait, la consommation excessive de vêtements génère une consommation excessive de sol. Donc il y a un enjeu autour de ça. Après, il y a tout ce qui est consommation alimentaire. On a, ça vous pourrez retrouver sur la librairie de l'ADEME, on a accompagné des travaux qui visaient à évaluer l'empreinte sol de nos régimes alimentaires, et on peut montrer que plus on mange de la viande, plus en fait on consomme des terres. Après, il y a du niveau de détail dans ces études-là sur le type de viande, sur le type de conduite d'élevage associé, hein. Il faut pas, faut faire de la nuance, mais dans tous les cas, plus dans l'assiette il y a de la viande, plus en fait on consomme des terres. Le régime moyen français,
c'est à peu près 4000 mètres carrés par an, un peu plus de 4000 mètres carrés par an, qui sont nécessaires pour produire l'alimentation d'un Français moyen. Un gros consommateur de viande, donc qui consomme, je crois, à peu près 30% de trop par rapport au régime moyen, c'est plus de 5000 mètres carrés. Si on descend vers un régime vegan, on est à 1200 mètres carrés. Donc on est à 5 fois moins. Après, il y a d'autres enjeux, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde devienne vegan, parce que sur le bouclage justement des cycles, typiquement la matière organique, il y a aussi des questions pour la fertilité des sols, parce qu'on a besoin des effluents d'élevage aujourd'hui, typiquement dans tout ce qui est système bio. Donc il y a un équilibre à trouver. Mais en tout cas, réfléchir l'équilibre alimentaire de son assiette et choisir des produits qui sont moins consommateurs de terre ou justement des produits de saison qui nécessitent peut-être moins d'irrigation intensive, ça va jouer aussi. Et puis après, il y a des enjeux autour de sensibiliser autour de soi, en parler à ses élus, en parler si on est dans un réseau d'AMAP aux producteurs et ainsi de suite. Tout ça joue. Merci pour ces précisions. Euh, alors, il est et 10. On a encore le temps pour deux questions. Il y avait également une question sur le lien entre sol et régulation du climat local. Ouais. En fait, on aborde, enfin, on distingue un peu trois échelles quand on parle de la régulation du climat. Donc, au global, ça, vous l'avez en tête, la régulation du climat global par les sols, c'est leur capacité à stocker du carbone. Et ça, aussi, derrière, il y a une notion importante. Enfin, je reviens sur ça avant de parler du local. Euh, les sols, sans la végétation, ils sont émetteurs de carbone parce que les micro-organismes dans le sol, eux, mangent la matière organique et du coup émettent des gaz à effet de serre. Donc c'est bien le couple sol-végétation, donc sol capable de supporter une végétation, qui fait que le sol peut réguler le climat au niveau global. Et après, au niveau local, il y a deux enjeux. Il y a le fait que les sols supportent aussi une végétation et permettent d'avoir des îlots de fraîcheur en ville, typiquement. Et aussi, on le voit, hein, quand on sort de ville, on perd 2 à 3 degrés dès qu'on est dans un milieu où il y a de la végétation. Donc le sol, en tant que support de paysage, ça permet d'avoir un climat qui soit plus frais. Et ensuite, au niveau encore plus local, on peut se servir des sols pour en valoriser des calories pour faire de la géothermie. Il y a la géothermie de profondeur où on creuse un puits à 70-100 mètres et là on valorise les calories plutôt de la roche. On est dans les couches profondes, mais tout ce qui est géothermie de surface, en fait, on va mettre des tuyaux à 70 centimètres, 1 mètre de profondeur et on valorise le fait que le sol est un milieu tempéré et on valorise ces calories-là pour rafraîchir ou chauffer une maison. Merci. Je propose donc une dernière question. Peux-tu apporter des éléments sur le lien entre le type et la diversité de couverture végétale slash l'érosion? Donc le lien plutôt sur le type, diversité de couverture végétale et l'érosion, plus particulièrement sur la plantation de monocultures de résineux. Très précis comme question. Euh, j'ai moins de billes pour répondre à ça, je ne voudrais pas dire trop de bêtises. Donc j'aurais presque tendance à m'abstenir de répondre. Je suis pas du tout expert des productions forestières et sylvicoles. Euh, voilà. Je sais qu'il y a un problème avec la production intensive de ces résineux. Le problème, je crois, derrière, c'est qu'il y a du travail du sol. En fait, hein, on est presque sur de la culture intensive comme on le ferait sur des cultures alimentaires. Quand on coupe, on dessouche, on travaille le sol, on replante. On est sur des sols forestiers généralement qui sont sur ont une fertilité faible, en tout cas dont le cycle doit être bouclé par la présence de végétation et donc rapidement on génère de l'érosion et du tassement dans ces systèmes-là par le passage des machines et le travail du sol. Mais voilà, encore une fois, je suis pas expert de ça, donc et si ça vous intéresse, contactez l'ADEME parce qu'on a plein de ressources sur le sujet, mais c'est pas moi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut peut-être trouver Ouais, de bien sûr, l'information? Donc on a plutôt des sur le guides, site de l'ADEME. tout à fait. Ok, très bien, merci. Donc j'en profite pour la dernière question. Quelle capacité ont les sols en bonne santé de participer à la dégradation, la dépollution des pesticides? Ah, c'est un vaste sujet. Parce que du coup, là-dedans, il y a les sols et puis il y a les pesticides. Et en fait, derrière ça, il y a une multitude de sols et puis une encore plus multitude de types de molécules. Donc, impossible de répondre en l'état. Un sol en bonne santé peut dégrader certains contaminants, euh, pas forcément tous. Il y a la question des polluants persistants, les PFAS, par exemple.
que les sols savent pas dégrader. Et puis il y a aussi la question, enfin, qu'est-ce qu'on appelle dégrader? C'est tout un enjeu. Il y a la molécule initiale qu'il y a dans le pesticide, et puis finalement tous les composés secondaires, une fois que la première a été scindée, qui parfois sont même encore plus toxiques, qu'on a du mal à suivre. Donc compliqué la question des pesticides. C'est un peu au cas par cas. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot à partager ou voilà un mot de la fin ou un partage, quelque chose que tu voudrais mettre en avant pour terminer et conclure cette présentation? Eh ben, j'ai envie de vous dire, mais vous le savez, les sols portent notre avenir. Voilà, donc il faut les préserver impérativement, autant pour nous que pour les générations futures. Il y a une citation, peut-être pas dans les mots exacts, de Marc-André Sellos que je trouve très pertinente sur nos systèmes de production actuels qui en fait nourrissent pas la population d'aujourd'hui, mais qui affament celle de demain. Et c'est caractéristique effectivement de ce qui se passe, du fait qu'on ne pense pas sol, on pense rendement au détriment de justement la santé du sol, qui doit être capable de nous nourrir sur du long terme, si on regarde rien que l'alimentation. Donc, euh, donc l'enjeu matière organique que vous pilotez, il est fondamental parce que c'est quand même un des gros nœuds. C'est souvent le manque de matière organique hein, qui derrière fait que les sols se tassent, s'érodent, s'appauvrissent. Donc c'est central, mais il faut penser global, quoi. C'est pas juste le retour au sol de la matière organique pour son retour au sol, c'est penser global. Super. Merci beaucoup Antoine, en tout cas pour avoir répondu à notre demande pour parler des sols aujourd'hui et des services écosystémiques de ceux-ci. Je propose de relaisser la parole à Pierre pour conclure ce temps d'échange ensemble. Il y a quelques personnes qui sont parties en cours de route. Il y a pas mal de personnes aussi qui disent merci. Et voilà, si Pierre veut faire voilà, un petit zoom sur les formations que propose notamment la SCOP Les Épigées sur le jardinage au naturel et comment nous, dans notre travail, finalement, on inclut beaucoup aussi la préservation des sols. Enfin, ça fait même partie un peu de nos valeurs. Enfin, ce sont nos valeurs. Donc, Pierre, je te laisse la parole. Oui, merci. Merci Antoine, c'était très clair, très simple d'accès. Du coup, en lien, comme on a posé la question de notre action, on a bien entendu tes réponses, là, l'action citoyenne pour préserver les sols et participer à ce mouvement. Il y a évidemment l'action qu'on peut conduire quand on est jardinier. Quand on dit jardinier, c'est toute personne qui possède un petit espace productif ou non, mais en tout cas un espace où il y a de la végétation autour de son espace habité ou ailleurs d'ailleurs. À la SCOP Les Épigées, on propose des formations et je voulais juste en une minute présenter la formation jardinage au naturel qui va avoir lieu là fin juin, dans un peu plus d'un mois. Il reste encore des places. Une formation de 5 jours qui justement porte sur l'importance du soin qu'on va apporter au sol pour faire se rejoindre des enjeux que sont évidemment la production d'une nourriture saine. Ça paraît peut-être une évidence, c'est ce que tu disais aussi dans ton discours, que on pense souvent à ça quand on pense au sol, mais aussi d'autres enjeux que sont la régulation de l'eau, la question de la biodiversité, de la préservation d'une biodiversité ordinaire autour de soi. Cette formation, elle va apprendre par des gestes simples, des gestes techniques, les processus qui sont en œuvre, les processus naturels qui sont en œuvre dans nos sols, avec les plantes, donc avec cette interaction forte pour conduire un jardin d'une façon la plus écologique possible, dans le sens respectueux de la terre et des sols en particulier. Voilà, donc c'était une petite annonce pour cette formation qui dure 4 ou 5 jours selon le parcours que l'on suit et qui a lieu dans un petit peu plus d'un mois. Donc, si vous voulez des renseignements, vous avez le lien qui est dans le chat et puis vous pouvez consulter et contacter, pardon, notre scope au numéro que vous avez sur l'écran et puis sinon en allant sur notre site. Et j'en profite aussi pour dire aussi que sur le site des épigées, on a une ressource en ligne sur les sols qui s'est donc évidemment inspirée de tout ce qu'on a pu trouver, entre autres auprès de l'ADEME, de l'Association française pour l'étude des sols, mais pas seulement. Voilà, et puis du coup, pour vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire,
qui aura lieu cet automne. Intervenant n'est pas encore tout à fait confirmé, donc ça sera la surprise. Restez proche de nous par les réseaux en particulier ou en vous abonnant à notre lettre d'information. On pourra vous communiquer ça en temps voulu. Voilà. Et ben, merci à tous. Du coup, c'est moi qui conclue. Merci à tous. Et puis encore merci Antoine. Au plaisir de se recroiser, peut-être au détour d'une fresque du sol. On reparle de cet outil qui est un outil très, très pertinent, très intéressant pour sensibiliser à la question des sols, de la santé des sols. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. À bientôt. Merci à tous, bonne journée.